Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'année 2022 aura été particulièrement mouvementée pour les crypto-monnaies. Faillite, baisse des cours, cyberattaques, mouvement de défiance de la part de certains investisseurs. On va en parler avec Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel bilan, est-ce que vous tirez de cette année 2022 ? Bonjour, merci de l'invitation. C'est une année, vous l'avez dit, qui est terrible du point de vue du prix, mais pas nécessairement du côté des fondamentaux. Ce qu'on a vu, c'est que l'adoption progresse pas mal, l'usage en tant que paiement aussi, les applications se développent. Donc il y a un petit peu de positif au milieu de la tempête, parce que ça va permettre de faire un tri qui est nécessaire et de se recentrer sur l'essentiel. Les cryptos connaissent ce genre de déconvenues tous les 3-4 ans. Ils évoluent de manière assez cyclique. Donc ce qu'on devrait voir en 2023, c'est d'abord une dichotomie de plus en plus forte entre Bitcoin et tout le reste. Et d'ailleurs, même les régulateurs américains commencent à se mettre d'accord là-dessus. Bitcoin serait vraiment à part, à côté, une forme de commodité avec personne derrière et donc qui s'apparente à une forme de matière première. Tandis que la plupart des autres cryptos, en fait, s'apparenteraient beaucoup plus à ce qu'ils appellent des securities, c'est-à-dire des titres financiers avec un bénéficiaire, avec pas forcément des dividendes, mais en tout cas un bénéfice attendu. Et donc, cette dichotomie-là, on peut s'attendre à ce qu'elle progresse un petit peu plus sur l'année prochaine, sur 2023 et sur 2024 même. Et puis, il faudra aussi pouvoir suivre les conséquences de la fraude, parce qu'il y a encore beaucoup de leçons à tirer, beaucoup d'investigations à mener, démêler le vrai du faux. Il y a beaucoup de gens qui sont mouillés dans cette affaire. Et puis, on va en voir les conséquences aussi, bien sûr, réglementaires. On a évidemment en tête, parce qu'il est récent, ce scandale de type FTX. Est-ce que ça peut continuer ? On voit Solana qui s'effondre, on voit Kraken qui réduit ses activités, qui se désengage du Japon. Est-ce qu'on est encore dans cette période d'incertitude, peut-être de scandale et de nettoyage peut-être du secteur, ou est-ce qu'on va assez vite remonter ? Alors la période de nettoyage, elle n'est pas finie. Il y aura encore probablement pas forcément des faillites. Je pense qu'il devrait y en avoir encore, mais il y aura encore des répercussions. Il faut d'abord faire un premier préambule qui est celui de faire bien la distinction entre FTX, dont il s'agit d'une affaire de fraude. C'est quelqu'un qui prend les actifs de ses clients pour s'acheter des villas aux Bahamas. Et d'autres boîtes qui seraient touchées parce que tout simplement le marché est baissier, le contexte macroéconomique n'est pas favorable et donc elles décident de baisser la voilure comme n'importe quelle boîte saine le ferait. Donc il faut vraiment distinguer ces deux cas de situations différents. Mais c'est vrai qu'on devrait voir encore des conséquences de cette fraude massive dans l'écosystème crypto pour l'année à venir, pour l'année peut-être éventuellement suivante. Le tri se fera. Alors, est-ce qu'il se fera assez vite ? Il faut que ce soit à la fois sain, mais sans être, en tout cas autant que faire se peut, sans être violent. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a une faillite, à chaque fois qu'il y a une boîte qui fait défaut, c'est des clients qui se retrouvent sans argent ou en tout cas dans une situation très peu enviable. Est-ce que cette année 2022, de votre point de vue, elle renforce le besoin de régulation, de réglementation sur les cryptos ? Ça dépend de la géographie, en fait. Quand on parle de l'Europe, en réalité, on a déjà voté cette année un texte qui va s'appliquer à partir de l'an prochain, l'année d'après, qui s'appelle MiCA pour les marchés de cryptoactifs, et un autre qui s'appelle TFR pour la régulation sur le transfert de fonds. Donc, en fait, affaire FTX ou pas, cette régulation était déjà votée. Elle va être confirmée par un autre vote au premier trimestre 2023, et elle rentrera en application 12 à 18 mois après. Donc, on a déjà un calendrier européen qu'il est très difficile d'accélérer, sauf à revenir au début et à tout refaire le processus. Donc c'est pas spécialement cette affaire FTX-là qui a créé ce besoin de régulation en Europe, parce que l'Europe a ce prisme et que la France a aussi, puisqu'en France on a une régulation sur les cryptos depuis la loi Pacte, donc ça fait plusieurs années maintenant. Mais par contre, effectivement, dans d'autres juridictions, et je pense en particulier aux États-Unis, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les États-Unis ont eu une approche inverse à la nôtre, c'est-à-dire d'abord de laisser émerger un écosystème avec des boîtes importantes. On pense à Coinbase qui a fait la plus grosse introduction en bourse depuis Facebook. On pense à Kraken qu'on vient de citer tout à l'heure. On pense à certaines entreprises de minage par exemple qui sont aujourd'hui aux États-Unis et qui sont des fleurons de l'industrie. Et maintenant qu'il commence à y avoir du grabuge et que ça commence à secouer très fort et qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent, alors ils vont se focaliser de plus en plus sur la partie réglementaire. Et donc il est fort probable que l'année prochaine soit une année, on va dire, très dynamique du point de vue de la réglementation
aux États-Unis, mais les acteurs eux-mêmes américains maintenant appellent à plus de régulation parce que tout simplement ils ne savent pas à quelle sauce ils sont mangés. Donc à ce titre-là, l'Europe est en avance d'un point de vue de la réglementation, mais attention, la réglementation, c'est jamais un sujet homogène ou en tout cas uniforme, parce que nous, on est en avance sur la réglementation, mais on est complètement en retard sur l'écosystème, parce que précisément, le fait d'avoir moins de réglementation a permis à d'autres entreprises de se développer à l'étranger. Et je terminerai sur un dernier point qui est très important à garder en tête, c'est que on peut réglementer tant qu'on veut en Europe, tant qu'il y aura d'autres réglementations qui seront moins disantes, eh bien, en fait, ça n'empêchera pas des entreprises extra-européennes d'opérer en Europe. Et d'ailleurs, FTX n'est pas européenne et donc elle opère en Europe, alors qu'en soi, par exemple en France, elle n'aurait pas eu le droit d'opérer. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de loi en plus pour rendre la fraude interne. Vous parlez beaucoup de clients floués comme conséquence de ces différents scandales qui ont émaillé l'année 2022. Vous n'avez pas l'air très inquiet sur la confiance dans le secteur, parce que c'est quand même la deuxième très grosse conséquence de ces scandales, c'est la confiance. Et tout le système cryptoactif tient là-dessus. Il y a une crise de confiance, mais alors peut-être que j'ai l'air moins inquiet parce que j'en ai déjà vécu plusieurs dans les cryptos, mais pour ceux qui se souviennent qui étaient là, en 2013, il y a déjà eu une faillite retentissante qui était celle de Mt. Gox, qui était presque l'unique plateforme d'échange mondiale tellement elle était importante. Et de la même façon, elle s'est complètement effondrée dans une affaire qui reste encore aujourd'hui pas encore tout à fait terminée, d'élucider. Et ça a pris 2, 3, 4 ans avant que les gens reviennent vers des plateformes d'échange, vers des acteurs centralisés, vers des acteurs non centralisés. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'à la suite de FTX, par exemple, Ledger, l'entreprise française qui fait des coffres-forts électroniques, a eu ses meilleurs jours de vente parce que les gens se tournent vers la conservation personnelle de crypto. Donc, il y a une perte de confiance à court terme. Je pense honnêtement que c'est une très bonne opportunité pour les acteurs traditionnels, typiquement les banques, qui justement étaient en train de se faire un peu dépasser par la droite, par les acteurs crypto traditionnels qui commençaient à avoir des velléités d'acheter des banques, de s'imposer, de faire des livrets, par exemple, d'épargne, etc. Là, l'opportunité est complètement renversée, c'est-à-dire que les gens ont envie d'aller vers ces actifs. Ça, c'est la réalité. En France, on le dit, ça fait maintenant 1 an, on avait fait une étude Ipsos KPMG Adan en début d'année qui montrait qu'il y avait plus de Français qui avaient des cryptos que de Français qui avaient des actions en propre. Donc, il y a une vraie demande pour les cryptos. Aux États-Unis, c'est même encore mieux ou pire selon sa position, mais dans un sondage de Bank of America, on voit que les personnes fortunées américaines de 20 à 45 ans, leur actif préféré maintenant, c'est devenu les cryptos. Donc la demande est là. Et cette crise de confiance envers les acteurs crypto traditionnels, elle peut être une vraie opportunité pour des acteurs de la finance traditionnelle de se lancer dans le milieu pour mettre en avant le fait que justement, eux, ils sont régulés, eux, ils sont beaucoup plus sûrs, ils ont des actifs ségrégés, ils ont des assurances, ils ont de la cybersécurité. Et donc, c'est le moment pour eux peut-être même de lancer des produits. Mais cette crise de confiance, oui, elle va rester. Après, est-ce qu'elle va rester 6 mois, 1 an ou 3 ans? Ça, c'est difficile à dire à l'heure actuelle. Mais je pense que ça n'a pas remis en cause la tendance de fond. Mais je reprécise, la tendance de fond sur Bitcoin et quelques cryptos sérieuses, parce qu'il y en a un paquet. On parlait de Solana tout à l'heure. J'ai alerté plusieurs fois sur l'antenne de BFM Business que j'avais beaucoup de doutes envers Solana, qui était très très lié à FTX et qui avait beaucoup de centralisation et beaucoup de faillites techniques. Il y a beaucoup de cryptos qui n'ont absolument aucune proposition de valeur et qui on va dire, se développaient sur la hype, et c'est très bien si elle s'arrête. Alexandre, quel rôle peuvent ou doivent jouer, selon vous, les banques centrales? Elles refusent en fait de parler de monnaie, elles parlent de crypto-actifs. Parce qu'en fait, il y a un terme générique qui est celui de crypto-actifs, c'est pour désigner les actifs numériques. Je trouve d'ailleurs que on sent bien quand même que le mot monnaie, ils ont du mal à l'utiliser, hein. Christine Lagarde en particulier. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a cette dichotomie-là à faire. Encore une fois, on peut considérer qu'un actif immobilier représenté sur crypto, c'est pas une monnaie. On peut considérer qu'une carte Panini, comme peut le faire une entreprise comme Sorare, c'est pas une monnaie. Donc, dans les crypto-actifs, il y a un terme générique qui est celui d'actif. Et effectivement, dans les actifs, tout n'est pas monnaie. Par contre, effectivement, il y a une forme d'aveuglement. Je pense que ça ne peut rien être d'autre à ce stade-là, notamment sur Bitcoin, parce que ça remplit des fonctions d'une monnaie. Ça dépend, pas pour tout le monde, mais il y en a pour lesquels ça remplit les fonctions d'une monnaie, et que c'est maintenant devenu la monnaie officielle d'un pays. Donc, dans la réalité, à chaque fois qu'un officiel dit que Bitcoin n'est pas une monnaie, soit il refuse de voir la réalité, soit il dit que le Salvador n'est pas un pays souverain. Donc, c'est aujourd'hui le choix qui se pose devant nous, mais je pense que ça relève plus de la communication et de l'auto-persuasion
qu'autre chose, puisque les banques centrales ont besoin de montrer qu'elles sont actives, qu'elles proposent une alternative, qu'elles proposent notamment ce qu'elles appellent les monnaies numériques de banque centrale, chose que moi je suis personnellement plutôt hostile à ces choses-là, mais en tout cas sur le sujet de Bitcoin monnaie, à l'heure actuelle, ça commence à devenir un peu ridicule, mais dans la réalité, elles ne peuvent pas dire autre chose. Une banque centrale qui dirait que sa propre monnaie est concurrencée par une monnaie qui sort de nulle part et qui n'est pas défendue par une banque centrale, en fait, c'est impossible comme position à tenir. Donc elles sont un peu condamnées à répéter ça, même si dans la réalité, il y a de moins en moins de personnes qui sont dupes. Je précise qu'on parle ici de Bitcoin en particulier. Les autres, aujourd'hui, n'ayant pas acquis, en tout cas, l'historicité, l'usage d'une monnaie, même si certaines peuvent peut-être éventuellement un jour y prétendre. Mais à l'heure actuelle, en photographie aujourd'hui, Bitcoin est une monnaie, ça c'est quasiment certain. Mais par contre, le reste aujourd'hui, c'est des actifs numériques. Merci beaucoup Alexandre Stachenko, cofondateur Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci pour cette analyse détaillée.